C'est l'histoire de trois petits garçons qui voulaient juste s'amuser sur leur vélo. Malheureusement, ils seront découverts morts, affreusement mutilés. Pour les autorités, ces meurtres brutaux représentaient un rituel satanique. Et dans cette Amérique profonde, pétrie de préjugés, seuls 3 adolescents parias avaient pu commettre ces meurtres brutaux, en raison de leur style vestimentaire et de leur penchant pour le heavy metal. L'affaire a suscité une énorme polémique et a fait l'objet de nombreux documentaires et 3 films. Le dernier est sorti en 2013 avec Reese Witherspoon et Colin Firth. Mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que les photos de la scène de crime qui sont libres d'accès sur Internet ont dû être floutées lors du montage. En tout état de cause, je me permets de vous mettre en garde si vous avez la curiosité d'aller les regarder. Vous risqueriez d'être assez perturbé, surtout si vous avez des enfants. Bien entendu, vous êtes le seul juge à en décider. Aujourd'hui, la triste histoire des 3 crimes de West Memphis. Nous sommes le mercredi 5 mai 1993, à West Memphis, dans l'Arkansas. C'est une chaude journée ensoleillée. En cette fin d'après-midi, 3 garçons âgés de 8 ans, Stevie Branch, Michael Moore et Christopher Byers, décident d'aller se balader sur leur vélo comme ils en ont l'habitude, afin de profiter de ce moment si précieux qu'est la liberté. À cet âge, il n'y a rien de mieux que de s'évader à vélo, à la recherche d'aventures. Mais vers 20 heures, le département de police de West Memphis recevra un appel de John Mark Byers, le beau-père de Christopher, signalant que son fils a disparu. Aussitôt, l'agent de patrouille Regina Meek débarquera à leur domicile. Byers et son épouse Melissa lui expliqueront avoir vu Chris pour la dernière fois vers 17h30. En répondant aux questions de l'agent Meek, Byers affirmera lui avoir donné des coups de ceinture car il l'avait surpris en train de faire du skate en plein milieu de la rue. En parlant de cet incident, Byers prétendra que Chris n'était pas encore rentré car il se vengeait de cette correction, ou bien qu'il avait probablement peur de rentrer. En récoltant ces informations, l'agent partira immédiatement à sa recherche, mais sur la route, Mick recevra un signal radio pour se rendre au plus vite au restaurant le Bojangles, un fast-food situé au bord de l'autoroute, et pour gagner du temps, l'agent interrogera le gérant Marty King au drive. Celui-ci lui indiquera avoir été témoin d'une scène plutôt étrange 30 minutes plus tôt. Un individu au comportement suspect s'était enfermé dans les toilettes pour dames. L'homme était afro-américain, portait une casquette noire et blanche, une chemise bleue, et ses pieds étaient boueux. L'homme était assis sur la cuvette, recouvert de sang, et semblait mentalement désorienté. Mais l'agent était arrivé trop tard, car celui-ci était déjà parti en se dirigeant vers les bois, derrière le resto. Et lorsque Marty King s'était rendu dans les toilettes après qu'il soit parti, avait découvert que l'individu avait laissé ses lunettes de soleil dans la cuvette et qu'il y avait du sang partout étalé sur les murs, ainsi que dans le lavabo. Mais en écoutant ces révélations, l'agent Mick, pressé de retrouver le jeune garçon, ne sortira pas de son véhicule et repartira aussitôt à sa recherche. Et pourtant, le signalement du gérant est loin d'être anodin et pourrait être un élément très important au vu des circonstances à venir. À 21h24, l'agent Mick recevra un autre signal lui demandant de se rendre à nouveau dans le quartier des Byers, mais cette fois pour se rendre au domicile de Todd et Dana Moore, les parents de Michael. Dana Moore déclarera avoir vu son fils Michael partir à vélo avec ses 2 amis Stevie et Chris vers 18h, mais qu'il n'était pas rentré pour le dîner.
Pamela Hobbs, la mère de Stevie Branch, elle, expliquera ne pas avoir revu son fils depuis qu'il était parti à l'école. Tous les parents donneront chacun leur tour la description physique de leurs enfants, et la rumeur concernant ces disparitions fera très vite le tour du quartier. Certains voisins affirmeront avoir vu les 3 garçons à vélo remontant l'allée vers Macaulay Drive, vers le petit bois de Robin Hood Hills. Cet endroit est très apprécié et fréquenté par les enfants. Par contre, aucun d'eux n'est autorisé à s'y rendre la nuit. Dans un premier temps, les agents et parents procéderont aux recherches dans ces bois. Mais les recherches seront confuses. Il sera très difficile de les retrouver, car la zone fait 1,6 hectare. Elle est infectée de moustiques. De plus, il fait nuit noire et auront très peu de moyens afin d'éclairer la zone de recherche. Par conséquent, les recherches seront suspendues et seront reprises au petit matin. Les agents essaieront de rassurer ces parents dévastés en leur affirmant que cela arrivait souvent, mais que les enfants finissaient toujours par revenir. Le 6 mai vers 8 heures, les recherches s'intensifieront. De gros moyens seront déployés afin de retrouver les 3 garçons. Sur place, 50 officiers de police supervisés par l'inspecteur Gary Gitchell, mais aussi les parents et de nombreux voisins se portant volontaires. Également, un hélicoptère survolant la zone. Les prénoms de Christopher, Stevie et Michael résonneront dans ces bois profonds. Ces 3 petits garçons âgés de 8 ans font partie de la même classe à l'école élémentaire River de West Memphis, regroupés dans la catégorie des louveteaux. Sont de très bons copains. Les parents de Michael ont déclaré à la police qu'il adorait son uniforme de louveteau et le portait tout le temps, même en dehors de l'école. C'est lui le meneur de ce petit groupe. Stevie, lui, vit avec sa mère Pamela, qui est mariée à son beau-père Terry Hobbs. Stevie est très proche de sa mère et de sa petite sœur Amanda. C'est un garçon gentil, adorable et affectueux, adore les Tortues Ninja. Chris Byers vit avec sa mère Melissa et son père adoptif John Mark Byers. C'est un enfant très actif qui adore faire du skate et du vélo. Son surnom est le ver de terre car il ne tient pas en place. Le jour de sa disparition, Chris était sorti sans le dire à ses parents pour aller faire du vélo avec ses amis. Lors de la battue, chacune des personnes rassemblées avanceront à travers le bois, mais en vain. Aucune trace de ces petits. Mais un officier de probation pour délinquants juvéniles, l'officier Steve Jones, découvrira en longeant le bord du canal un tout premier indice qui ne présage rien de bon. Une basket d'enfant sans lacets, et le signalera par radio. Dans la foulée, l'officier Jones sera rejoint par le sergent Mike Elon, qui décidera d'aller dans le ruisseau appelé le repère du diable. Le canal fait moins d'1 mètre de profondeur, mais l'eau est trouble, pleine de vases, impossible d'y voir le fond. Cependant, Mike Elon décidera d'avancer doucement tout en gardant ses chaussures, et au bout de quelques pas, son pied heurtera quelque chose qui n'est autre que le corps dénudé de Michael Moore. L'officier est sous le choc, la scène est insoutenable. Le corps est couvert de meurtrissures, il a des blessures à la tête. L'enfant est cambré par l'arrière. Ses poignets ligotés à ses chevilles avec des lacets de chaussures. Les enquêteurs, dépités, continueront leurs recherches et non loin de là, trouveront une casquette de louveteau dans l'eau et le signaleront par radio. D'autres membres de la police de West Memphis les rejoindront et l'inspecteur Brian Ridge se portera volontaire pour draguer le canal. En se mettant à 4 pattes dans l'eau et en cherchant à l'aveugle, commencera à fouiller avec ses mains. Et la première chose qu'il trouvera est un bâton planté dans la vase. En le sortant, découvrira un t-shirt blanc d'enfant accroché au bout. Au fur et à mesure, trouvera d'autres bâtons sur lesquels on a attaché des vêtements. En voyant cela, les enquêteurs ne comprendront pas ce que cela signifie. Et un peu plus loin, Ridge découvrira le corps dénudé de Stevie Branch, le corps flottant dans l'eau.
le visage vers le fond. Et tout comme Michael Moore, l'enfant est nu. Il a les mains et les chevilles ligotées avec un lacet de chaussure. Il a de toute évidence subi de graves traumatismes, car le côté de son visage est complètement déchiré et enfoncé, comme si on l'avait frappé très violemment. Dans la foulée, Ridge découvrira le corps de Chris Byers. Son corps est dans le même état. Il est nu, ligoté, a été sévèrement battu, mais en plus de cela, l'enfant a visiblement été la victime centrale de ces agressions. Et il a été poignardé à plusieurs reprises dans la région de l'aine. Et ses testicules ont été sectionnés, la peau de son pénis coupée ou arrachée. C'est juste horrible. Un triple homicide est extrêmement inhabituel, surtout lorsque les victimes sont des enfants sans aucun lien apparent. Aucun de ces officiers présents n'avait été confronté à de telles scènes horribles qu'aujourd'hui. En rassemblant tous les indices, les enquêteurs supposeront que les 3 garçons ont été tués à l'endroit même où ils ont été retrouvés. Cependant, difficile d'en être sûr à 100%, car aucune trace de sang n'a été repérée sur la berge ou dans les bois, ce qui intriguera les policiers. Et pendant ce temps, les va-et-vient des enquêteurs attiseront la curiosité des habitants amassés au bord de la scène de crime, mais surtout les familles qui voudront obtenir des informations sur l'avancée des recherches. Et c'est devant les caméras de télévision que l'inspecteur Gary Gitchell, chargé de l'enquête, annoncera aux parents que leurs enfants ont été retrouvés. Face à de telles révélations déchirantes, ceux-ci hurleront de douleur. Pamela Hobbs, la mère de Stevie, s'évanouira. Après l'horrible meurtre de ces 3 garçons, les médias locaux s'empareront de l'affaire, et c'est ainsi que les habitants de cette petite ville apprendront les détails sordides commis sur les 3 enfants, ce qui les mettra littéralement en rage, mais aussi dans un état de panique. Les habitants n'oseront plus laisser leurs enfants sortir, et cela s'aggravera lorsqu'ils apprendront que 2 des garçons avaient probablement été violés. Les enquêteurs subiront d'énormes pressions pour résoudre l'enquête au plus vite. Dans un premier temps, les agents supposeront que le ou les auteurs étaient probablement militaires, car les 3 garçons avaient été ligotés comme des prisonniers de guerre. S'intéresseront également à des gens connus pour torturer les animaux, mais en vain. Et c'est alors qu'un des agents rappellera l'incident qui s'était produit au resto le Bojangles le soir du 5 mai. Par conséquent, Ridge et le sergent Mike Elon retourneront au fast-food pour recueillir les preuves. 1 semaine et demie après les meurtres, les enquêteurs apprendront un tuyau sur un jeune homme de 19 ans qui connaissait les 3 victimes, Chris Morgan. Ce dernier a grandi à West Memphis et conduisait un camion de glace dans le quartier où vivaient les enfants. Et celui-ci avait croisé le petit Stevie au moins 1 fois avant sa mort. Et bizarrement, ce jeune homme avait rapidement déménagé à Oceanside, en Californie. Et ce, juste après la découverte des corps, ce que ses proches avaient trouvé très suspect. Par conséquent, l'inspecteur Gitchell contactera la police d'Oceanside et le 17 mai 1993, Chris Morgan sera interrogé, mais niera toute implication dans les meurtres. Les agents lui demanderont ce qu'il faisait le soir du meurtre et Chris répondra qu'il s'était baigné dans le fleuve de Mississippi, qui est loin de la scène de crime, puis qu'il avait passé la soirée en boîte de nuit. Mais pendant l'interrogatoire, Chris semblera être très agité et mettra un mouchoir sur l'objectif de la caméra en signe de ne plus leur parler. Mais étrangement, ce dernier finira par leur révéler qu'il lui arrivait de consommer de l'alcool et de la drogue, et qu'en dépit de cette consommation, cela lui provoquait souvent des pertes de mémoire, et confiera de manière assez farouche qu'il avait probablement fait un bad trip ce soir-là, ce qui l'aurait probablement poussé à tuer et violer ses gamins. En écoutant ces révélations, les agents penseront détenir le coupable, mais Chris se rétractera aussitôt et affirmera n'avoir jamais fait de mal à qui que ce soit. Mais pour les enquêteurs, cette manière de procéder faisait de lui un potentiel suspect et lui préleveront
son sang ainsi que son urine, mais faute de preuves concrètes contre lui, le laisseront filer. À ce stade, Chris Morgan reste donc un potentiel suspect. L'enquête, elle, est au point mort, alors que les familles endeuillées voudront obtenir des réponses. Par conséquent, les enquêteurs retourneront sur la scène de crime et n'ayant aucune expérience préalable de ce genre de crime, émettront une hypothèse, celle que les crimes étaient d'ordre satanique, en raison des vêtements noués sur les bâtons, des contusions sur les corps des 3 enfants et l'absence de sang sur les lieux alors que les meurtres avaient été violents. Tout cela leur feront penser ni plus ni moins à une sorte de rituel. De plus, les meurtres avaient été commis un soir de pleine lune. Et selon certaines croyances, la lune exercerait un certain impact sur les gens. La légende dit qu'il y aurait plus de crimes commis lors de la pleine lune. Est-ce un mythe ou une réalité? Je n'ai pas d'avis sur la question. Mais bien sûr, il n'y avait aucune preuve concrète d'une quelconque activité de culte dans les bois, ni durant les jours suivants. Mais à cette époque, aux États-Unis, beaucoup parlaient de ce concept nouveau. Des personnes disaient entendre des hurlements nocturnes aux abords de la ville, qu'il y avait des agressions violentes sur fond de sorcellerie. De nombreux responsables religieux et membres des forces de l'ordre alarmaient les citoyens sur ces pratiques horrifiques. De ce fait, les enquêteurs feront appel à un spécialiste de l'occultisme, Dale Griffiths. L'homme a été policier durant 26 ans et confiera être titulaire d'un doctorat, que sa thèse portait sur la manipulation mentale dans les sectes. Après l'avoir consulté, les agents dresseront une liste de suspects et un officier de probation pour délinquants juvéniles, Jerry Driver, fera part de ses soupçons et confiera aux enquêteurs qu'il suivait depuis des années les faits et gestes d'un adolescent Mossad aux cheveux noirs, Damien Echols, 18 ans. Echols avait décroché le lycée et avait des antécédents psychiatriques, notamment de dépression majeure. Auparavant, Echols avait été arrêté pour être entré par effraction dans un mobil-home abandonné. Mais pour la petite histoire, je vais vous la raconter. Damien avait fait une fugue avec sa petite amie, et puisque dehors il pleuvait des cordes, tous deux avaient voulu se mettre à l'abri. Pour ce délit, le couple avait été arrêté, mais seul Damien avait été condamné pour vol, et l'incident lui avait valu d'être pris en charge par Jerry Driver. Et le directeur du centre de détention juvénile avait prétendu que Damien avait sucé le sang d'un de ses camarades qui s'était égratigné le bras. Durant la même période, le jeune homme aurait également menacé son ancienne petite amie et le garçon avec qui elle sortait, ainsi que son père. Et selon Jerry Driver, Damien était la seule personne capable de commettre ce genre d'atrocité, qu'il était certainement le maître de cérémonie de ce sacrifice rituel. C'est fort de café d'imaginer une seule seconde qu'un adolescent Mossad aux cheveux noirs pourrait être le seul responsable de telles horreurs. D'ailleurs, auparavant, et ce à maintes reprises, cet officier de probation avait soupçonné et interrogé Damien Echols à chaque fois qu'il se passait un fait inexpliqué dans ce coin. Comme lorsqu'un colis avait disparu d'un train alors qu'il n'avait même pas ralenti à l'approche de la ville. L'officier de probation l'avait soupçonné et interrogé, ou lorsqu'une fille avait été retrouvée assassinée à 160 km de West Memphis, bim, rebelote. À tous les coups, c'était Damien Echols, y a pas à dire. Celui-ci cherchait littéralement des poux dans la tête de cet adolescent qu'il considérait comme sinistre. Et vous savez comme moi que quand quelqu'un vous a dans le pif, c'est assez difficile de s'en défaire. C'est un peu comme les nuisibles. Et surtout lorsque cela vient d'un représentant de justice. Damien Echols n'aura aucune chance d'y échapper. Le profil de ce jeune homme aux cheveux noirs corbeaux, portant du vernis noir aux ongles, les intriguait énormément. Damien Echols ne passait pas inaperçu dans cette petite ville chrétienne de West Memphis et faisait peur aux habitants. Et ces rumeurs qui circulaient à son encontre, selon lesquelles Damien Echols était un adorateur de Satan, eh bien le jeune homme en jouait
beaucoup, mais c'est ce qui lui portera préjudice par la suite. Les officiers ne le lâcheront pas d'une semelle. Pourtant, à en croire sa famille, Damien est tout simplement un ado normal. La plupart du temps, c'est un bon garçon et adore le film E.T., rien de bien étrange, mais il aime s'habiller tout en noir et porte des Rangers noirs, et cela perturbe les gens, et Pamela est persuadée que la raison de ce style vestimentaire est qu'un jour, une fille lui avait dit que cela le rendait très sexy, et c'est à partir de ce moment que son style est resté le même. Pamela confiera également que le catholicisme intriguait énormément son fils, mais Damien était également ouvert à d'autres religions, notamment la Wicca, et l'un des préceptes de la Wicca, c'est que l'on ne doit faire de mal à personne, mais les habitants de West Memphis restaient persuadés qu'il faisait partie d'une secte satanique, et quand la rumeur court, cela peut avoir un impact conséquent. Assez vite, les enquêteurs se rendront dans le mobil-home où réside Damien Echols, situé dans la ville proche de Marion, à 7 km de West Memphis, et trouveront un collier avec une hache en pendentif, des carnets de notes qui contenaient des poésies sombres, des textes avec un langage codé et des dessins comme des pentagrammes, également un dessin représentant Baphomet, une créature mi-homme, mi-bouc. Toutes ces choses le rendront encore plus suspect auprès des enquêteurs. Mais pour eux, Damien n'avait pas pu commettre ces crimes tout seul. Donc les enquêteurs se renseigneront sur son cercle proche et apprendront l'existence de Jason Charles Baldwin, son meilleur ami. Jason vit à une rue non loin de chez Damien et réside également dans un mobil-home. Tous deux se sont rencontrés dans la rue alors que Jason rentrait en vélo et Damien, lui, faisait du skate à ce moment-là. Jason l'avait interpellé en lui disant « Hey, super ton skate, tu sais faire quoi ?» Damien lui avait montré quelques figures et depuis les deux garçons sont devenus de très bons amis et écoutent de la musique ensemble. Damien lui a fait découvrir Pink Floyd et U2 et Jason Metallica et Ozzy Osbourne. Les enquêteurs se rendront au domicile de Jason afin qu'il se rende au poste pour être interrogé, mais sa mère refusera. Par conséquent, les agents se rendront chez Damien afin de l'interroger au poste. Sa mère, Pamela, acceptera. Lors de l'interrogatoire, Damien niera être impliqué dans les meurtres et affirmera que ce soir-là, lui et sa petite amie Dominique, qui attend un enfant de lui, se trouvaient chez un copain, que sa mère était venue les chercher puis avait déposé Dominique chez elle, et le reste de sa soirée l'avait passé au téléphone avec un copain. D'ailleurs, à propos de l'enfant que portait Dominique, une rumeur folle circulait, selon laquelle ce bébé aurait été conçu uniquement pour être sacrifié lors d'un rituel. Damien acceptera de passer le test polygraphe, mais l'un des agents conclura que Damien avait donné des réponses significatives indiquant une tromperie. Lors de l'interrogatoire, Echols, portant un pentagramme en pendentif, sera interrogé sur sa religion wiccane. L'un des agents notera qu'il a le mot « evil », qu'il signifie « maléfique », tatoué sur ses jointures gauches, également qu'il aime lire les livres de Stephen King. En répondant aux questions des enquêteurs, Echols affirmera que la personne qui avait commis les meurtres était manifestement malade. Tout ce qu'il racontera donnera l'impression aux enquêteurs que Damien Echols faisait partie d'une secte et deviendra alors un potentiel suspect, mais n'ayant aucune preuve concrète, le laisseront rentrer chez lui. À partir de ce moment-là, les enquêteurs se concentreront uniquement sur Damien Echols et très vite, une nouvelle résidente en mal de popularité, Vicky Hutcheson, se rendra au poste. Cette femme, travaillant en tant que serveuse, avait eu des soucis avec la police après avoir émis des chèques sans provision. Au poste, elle rapportera que son fils, Aaron, âgé de 8 ans, était très ami avec les 3 enfants et qu'elle avait entendu de vastes rumeurs au sujet de Damien Echols. Et justement, elle connaissait très bien un ami à lui, Jesse Lloyd Misskelley, un gentil garçon de 17 ans qui avait quitté récemment le lycée.
Celui-ci avait rencontré de grosses difficultés sur le plan scolaire et avait été placé dans des classes spéciales, vivait également dans un mobil-home et faisait des petits boulots pour elle, comme du babysitting ou tondre sa pelouse, et celui-ci avait révélé que son ami Damien Eccles aimait boire du sang et pratiquer des rituels sataniques. Et en révélant ces informations, Vicky proposera de les aider en menant sa petite enquête. Et les agents ne refuseront pas cette aide alléchante et lui diront tout simplement « Tenez-nous au courant ». Mais il faut savoir une chose, c'est que la somme de 25 000 $ passée à 30 000 était offerte pour toute personne aidant à résoudre l'affaire, ce qui n'avait pas échappé à Vicky, qui avait eu des soucis d'argent. Et à la fin du mois de mai, Vicky Hutcheson prendra contact avec l'inspecteur Ridge et lui confiera que dans la nuit du 19 mai 1993, elle et Jessie avaient été conduits par Damien dans une Ford Escort rouge. Et petite parenthèse à ce sujet, Eccles n'avait pas de véhicule et n'était pas connu pour en avoir une. Fin de la parenthèse. Donc, je disais, tous les trois s'étaient rendus à un esbat, un rassemblement de sorcières et sorciers, dans un champ à l'extérieur de la ville, qu'il y avait au moins une dizaine de jeunes, chacun avec les visages et bras peints en noir, se déshabillant et se touchant, et ajoutera que les participants à l'orgie, dont elle ignorait l'identité, utilisaient des surnoms comme Spider, Snake et Lucifer. Effrayée par cette pratique, avait demandé à Damien de la reconduire chez elle, ce qu'il avait fait, laissant Jessie au rassemblement. Étant sceptique, l'officier Ridge la soumettra au détecteur de mensonges, et selon le technicien, Vicky disait vrai. Dès lors, les enquêteurs seront convaincus que Damien Eccles était un maître de cérémonie de groupe occulte. De ce fait, l'agent Ridge se rendra au domicile de Jessie Misskelley et le père du garçon lui donnera la permission d'aller au poste. Dans les locaux, Misskelley sera interrogé sans représentant légal alors qu'il est mineur. Et l'interrogatoire durera en tout et pour tout 12 heures d'affilée. Lors de l'entrevue, l'adolescent niera être impliqué dans les meurtres. Néanmoins, ne le croyant pas, Jessie sera soumis au test polygraphe. Et alors qu'il disait vrai, le technicien prétendra qu'il ment comme il respire. De ce fait, les agents lui mettront la pression et procéderont de sorte que Jessie soit guidé tout en lui disant qu'une fois qu'il dirait la vérité, pourrait repartir chez lui. C'est alors que Jessie commencera à révéler que lui, Damien et Jason s'adonnent à des pratiques occultes et qu'ils aiment aller à Robin Hood Hills, que là-bas ils tuent des chiens, qu'ils ramènent des filles avec qui ils pratiquent des orgies. Tout en répondant à leurs questions, Jessie confiera que pour initier un nouveau membre du groupe, en général, il tue des animaux pour voir s'il arrive à gérer la viande, qu'il doit manger une patte qui appartient à l'animal, que s'il n'y arrive pas, il ne l'accepte pas. Et Ridge lui demandera de raconter les faits du 5 mai. Dans un état de stress et de panique, Jessie racontera que Jason l'avait téléphoné le matin afin qu'il se donne rendez-vous à Robin Hood Hills pour midi. Là-bas se trouvaient Stevie, Christopher et Michael. En les voyant, Damien leur avait fait signe de les rejoindre. Selon Jessie, Damien les connaissait et les avait déjà surveillés auparavant. C'est alors que Damien s'était mis à frapper violemment Christopher avec ses poings, puis avait commencé à le violer. Jason en avait fait tout autant sur Stevie. En voyant ça, le petit Michael s'était enfui, mais Jessie l'avait rattrapé et l'avait maintenu jusqu'à ce que Damien et Jason s'en occupent, et qu'il était parti. Tout en répondant à Ridge, Jessie affirmera avoir vu les 3 garçons se faire tuer par Damien et Jason, mais Jessie se rétractera très vite et soutiendra sans relâche ne pas être impliquée dans les meurtres. Mais il sera trop tard. La machine sera déjà lancée.
Quelques heures après avoir obtenu les aveux de Jesse, le procureur John Fogelman comparaîtra devant un juge de la cour municipale afin d'obtenir des mandats autorisant les perquisitions au domicile de Miss Kaylee, Eccles et Baldwin. Au domicile de Jason, Fogelman enverra des plongeurs explorer le Lake Shore Drive, situé derrière son mobil-home, et au bout d'à peine 1 heure de recherche, l'un des plongeurs sortira miraculeusement de l'eau avec un couteau à dents de scie, et le placeront sous scellé. Mais la petite histoire de ce couteau est tout autre. Ça s'était passé l'été dernier. Une bande de gamins, Jason et sa mère, se situaient au bord du Lake Shore Drive, et un des gamins avait farfouillé dans le matériel de pêche, alors que ça lui avait été interdit, et s'était coupé le doigt avec un canif. De colère, la mère de Jason avait jeté le canif dans l'étang. Stupéfait, Jason lui avait dit « Mais tu ne pouvais pas juste le gronder plutôt que de le jeter dans l'étang ?» Alors, Jason avait pris son couteau à dents de scie par l'étui au lieu du manche et avait fait mine de le jeter. Mais celui-ci avait volé dans les airs et avait atterri dans l'eau. Fogelman savait très bien qu'il trouverait ce couteau, mais il fallait, à tout prix, incriminer Jason Baldwin. Au domicile de Damien, les enquêteurs trouveront tout un tas d'éléments qu'ils placeront sous scellé. Et le 3 juin 1993, à 22h30, les 3 adolescents seront arrêtés et inculpés de 3 chefs de meurtre passibles de la peine capitale. Dans les locaux de la police de West Memphis, les agents révéleront à Baldwin que c'était son ami Jesse qui l'avait dénoncé. Mais que ce soit Jason, Damien et Jesse, tous répéteront sans relâche qu'ils sont innocents. Mais aucun des officiers ne prêtera attention. Pour eux, les coupables étaient enfin entre les mailles du filet. Et c'est tout ce qui comptait. Bien entendu, il n'y avait aucune preuve matérielle contre eux. Et lorsque Jesse avait subi son interrogatoire durant 12 heures, ce qui n'est pas rien, seulement 2 parties totalisant 46 minutes avaient été enregistrées. Miss Kaylee avait déclaré avoir eu peur de la police. C'est pour cela qu'il avait avoué, invoquant l'intimidation, la contrainte, la fatigue et les menaces voilées des enquêteurs. Lors d'une conférence de presse organisée le lendemain matin pour annoncer les arrestations, l'un des journalistes demandera à Gitchell dans quelle mesure il se sentait confiant dans son cas sur une échelle de 1 à 10. Gitchell sourira et répondra 11. Ces déclarations face caméra déclencheront une énorme colère auprès des habitants. Après cette conférence, la presse locale s'empressera sur l'affaire. Tout un tas de personnes, y compris des jeunes connaissant les 3 adolescents, n'hésiteront pas à proclamer des allégations à l'encontre du mystérieux Damien Eccles. Byers, le père adoptif du petit Christopher, ira même dire aux journalistes que les parties génitales de son fils avait été retrouvé dans une fiole d'alcool sous le lit de Damien. Et bien entendu, ces rumeurs se propageront à grande échelle. Les habitants croiront à ce genre de fabulation. Et bien sûr, les médias s'en serviront. Toutefois, bien plus tard, Byers reviendra sur ses propos et dira avoir entendu ces informations sur la radio de la police. Les journalistes, à l'affût des moindres détails sur cette affaire, demanderont à consulter les rapports d'arrestation. Mais les autorités refuseront. Le juge David Burnett avait décidé de les placer sous scellé, ce qui est plutôt inhabituel. Mais 2 jours après, les rapports de Jesse fuiteront dans la presse, qui n'hésitera pas à les mettre en gros titres. Ces derniers, faute de revenus, seront pris en charge par 3 avocats commis d'office pour leur défense. Jesse sera représenté par l'avocat Dan Stidham, et le garçon de 17 ans clamera son innocence, déclarant que ses aveux avaient été faits sous la contrainte. Mais comme tout le monde, Dan Stidham pensera que son client est coupable, et qu'il justifiait cela pour ne pas finir ses jours en prison.
Néanmoins, en réexaminant son dossier, Steedham s'intéressera aux résultats du détecteur de mensonges. Pour ce faire, engagera un spécialiste afin qu'il examine les résultats du test. Et bingo! Ceux-ci indiqueront que Jessie disait bien la vérité, sauf celle relative à la consommation de drogue, mais ce qui n'a rien à voir avec les meurtres. Et en parcourant l'enregistrement des aveux de son client, Steedham s'apercevra de certaines incohérences, notamment celle où Jessie réitérait, et ce à maintes reprises, qu'il avait vu les garçons dans les bois vers midi. Or, les enfants avaient été aperçus pour la dernière fois vers 18h, et ces petits n'avaient pas séché l'école, ni Jason Baldwin. Ils étaient en classe jusque 15h, mais puisque cela ne concordait pas, les enquêteurs avaient fait en sorte de guider Jessie en lui demandant s'il les avait plutôt vus vers 18h, et là subitement Jessie avait changé de version et allait dans leur sens, afin bien évidemment que ses aveux restent crédibles. Et lorsque l'agent Ridge avait demandé à Jessie comment Jason et Damien avaient attaché les enfants, Jessie avait répondu avec une corde de couleur marron. Or, les petits avaient été ligotés avec des lacets de leurs chaussures et non avec des cordes, et aucun d'eux n'était de couleur marron, ce qui signifiait que Jessie n'avait pas assisté au viol et au meurtre de ses enfants, car s'il avait vraiment assisté à ces scènes horribles, il en aurait eu un souvenir très net et aurait pu apporter une description très détaillée. Or là, il ne faisait rien de plus que de rapporter des faits que les enquêteurs savaient déjà. Steedham apprendra également que Jessie a un QI de 72 et qu'il souffre de problèmes mentaux, que c'est un garçon très influençable qui dit oui à tout ce qu'on lui dit. Pour son avocat, il était évident que Jessie avait fait de faux aveux. Le juge Burnett décidera de faire 2 procès. Damien et Jason devront être jugés ensemble et Jessie séparément. Mais sans les aveux de Jessie, les avocats de l'accusation n'auront rien qui implique Damien et Jason dans les meurtres. De ce fait, Fugleman exercera un moyen de pression contre Jessie en lui disant que s'il témoignait contre eux, il ne demanderait pas la peine de mort. Mais Jessie refusera, expliquant qu'il s'agissait de faux aveux et qu'il ne recommencerait pas. En arrivant au procès très médiatisé du 28 février 1994, Damien et Jason, tous deux inculpés des 3 meurtres et passibles de la peine de mort, seront escortés par les policiers. Derrière les barrières, une foule d'habitants déchaînés, maintenus par les policiers, hurleront comme des sauvageons et les accableront d'injures. Lors de l'audience, après l'exposition des faits par les 2 parties, l'accusation appellera l'inspecteur Brian Ridge pour qu'il témoigne à la barre. Celui-ci racontera l'effroyable scène des enfants au jury, constitué de 7 femmes et 5 hommes. Ce témoignage bouleversera la salle entière et Ridge montrera également les photos de la scène de crime qui, vous imaginez bien, seront très dures à regarder. Pamela, la mère de Stevie, ne pouvant supporter cela, sortira de la salle. En montrant ces photos, l'accusation savait pertinemment qu'en jouant sur la corde sensible des jurés, qu'ils seraient tous de leur côté. La défense, elle, sera en position de grande faiblesse et parlera des faits qui se sont produits le soir du 5 mai au resto le Bojangles. L'avocat de Damien, Val Price, interrogera Ridge et lui demandera ce qu'ont révélé les analyses de sang. Et sa réponse surprendra la salle d'audience, car ce dernier confiera qu'elles n'ont jamais été envoyées au labo et qu'il les avait même perdues, alors qu'il s'agissait probablement de l'auteur de ces crimes infâmes, ce qui aurait pu innocenter ces adolescents. Le médecin légiste Dr Peretti, qui a pratiqué les autopsies, témoignera que les mutilations génitales qu'avait subies Chris Byers lui avaient été infligées alors qu'il était toujours vivant.
qu'il avait perdu énormément de sang et qu'il était mort de ses blessures. Et selon lui, les blessures avaient été provoquées par un couteau à dents de scie, le même couteau retrouvé dans les tentes derrière chez Baldwin, et affirmera que seul ce couteau avait pu provoquer les blessures sur le petit Christopher. Mais lors du contre-interrogatoire, Paul Ford, l'avocat de Jason, parviendra à faire admettre au médecin légiste que n'importe quel couteau à dents de scie aurait pu être utilisé. En reprenant les termes du docteur Peretti, selon lesquels Chris s'était vidé de son sang, or aucune trace de sang n'avait été décelée, que ce soit sur la rive près du ruisseau ou dans les bois près du canal, Val Price lui demandera: est-ce exact que le corps d'un enfant contient environ 3 litres de sang? Le médecin acquiescera. Price reprendra: si je versais 3 litres de sang par terre, il y en aurait partout, et ce serait difficile à nettoyer. Ce que Dr Peretti affirmera. Toutefois, il trouvait étrange qu'il n'y avait eu aucune trace de sang sur les lieux, et dira: sauf si les crimes ont eu lieu ailleurs. Selon Dr Peretti, la seule explication, c'est que les petits avaient été torturés ailleurs avant d'être jetés dans le canal, et cette théorie mettra à mal l'accusation, et ceux-ci tenteront à nouveau de mettre les jurés de leur côté. Pour ce faire, appelleront à la barre un témoin à charge contre Jason Baldwin, Michael Roy Carson, un jeune homme de 16 ans disposant de lourds antécédents judiciaires, qui était détenu au centre de détention juvénile où Baldwin avait été envoyé. Et ce qui dévoilera en choquera plus d'un. Lorsqu'ils étaient au centre, Jason, ne le connaissant pas plus que ça, lui aurait donc confié avoir tué les petits et lui aurait énoncé les détails sordides, comme quoi il aurait mutilé le gamin, puis sucé le sang de son pénis et mis ses testicules dans sa bouche. Mais Jason n'avait jamais rien dit de tel. Étant très énervé, contrarié et en colère par ces fabulations, son avocat Paul Ford lui conseillera de ne surtout pas s'emporter, au risque d'être évacué de la salle d'audience. Mais lors de ces révélations, la défense sera persuadée qu'il ment et supposera qu'il faisait cela pour obtenir une remise de peine. Dale Griffiths, le spécialiste de l'occultisme, sera interrogé à son tour par les avocats de l'accusation. Dans un premier temps, sur l'absence de sang sur les lieux du crime. Griffiths expliquera que de nombreux ouvrages d'occultisme mentionnent la force vitale du sang. Généralement, plus la victime est jeune, plus il est pur. Très souvent, les adeptes prélèvent du sang et le stockent pour d'autres usages tels que le boire ou se baigner dedans. Afin de montrer que Damien Eccles s'intéressait à l'occultisme, l'accusation présentera les carnets de notes et dessins saisis chez Damien Eccles, et en montrant les carnets, Dale Griffiths expliquera qu'il s'agit de symboles de magie blanche avec un pentagramme Wiccan, mais aussi des croix à l'envers qui sont rattachées à d'autres pratiques. En répondant à la question de quelles pratiques viennent-elles, Dale Griffiths dira qu'il s'agit de magie noire. Et en procédant ainsi, l'accusation voulait que les jurés sachent que Eccles était adepte du satanisme. Damien avait aussi un livre de bibliothèque sur l'histoire de la magie, Never on a broomstick, jamais sur un balai. Et dans ce livre, il y avait un chapitre intitulé L'essor du diable, et ce chapitre était le seul passage souligné de plusieurs traits rouges, et pour Dale Griffiths, cela indiquait une certaine violence. Et le dessin représentant Baphomet sera également présenté. Et selon Dale Griffiths, c'est un symbole qui est utilisé dans l'occultisme aux 4 coins du monde. Le style vestimentaire des 2 ados sera également mis en avant. Selon Dale Griffiths, les jeunes qui se livrent aux pratiques occultes portent très souvent
du vernis noir, portent des t-shirts noirs, leurs cheveux sont teintés de noir et écoutent du heavy metal, tout ce qui ressemble à Damien Echols, et celui-ci affirme encore aujourd'hui que le noir est associé à l'occultisme. Et voici ce que déclare Jason Baldwin aujourd'hui. Ce n'étaient pas des éléments de preuve, mais des éléments destinés à alimenter les préjugés et la peur des gens, destinés à convaincre les jurés que nous étions des adeptes du satanisme et des tueurs d'enfants. L'accusation, ne disposant pas des aveux de Jesse Misskelley, c'est le témoignage de Dale Griffiths qui avait réussi à fournir le mobile dont l'accusation avait besoin. Ils avaient besoin des conseils d'un pseudo-expert de l'occultisme pour faire peur à tout le monde, mais surtout aux jurés. Et cette déclaration vient de Dan Stidham, l'avocat de Misskelley. Mais lors du contre-interrogatoire, Paul Ford interrogera Griffiths sur son cursus, puisque celui-ci disait détenir un doctorat en sciences occultes. Mais à la barre, son témoignage sera complètement discrédité, car entre 80 et 84, celui-ci n'avait suivi aucun cours. Son prétendu doctorat venait d'une université à distance, à la Columbia Pacific University, et cette école n'était pas reconnue. Donc, Val Price se lèvera et exigera que le témoignage de Griffiths soit retiré, car ce n'était pas un véritable expert, mais le juge se ralliera du côté de l'accusation avec comme argument qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme pour être un expert. Ensuite, l'accusation appellera la technicienne du laboratoire criminel de l'Arkansas, Lisa Sakevicius, qui témoignera avoir trouvé de microscopes fibres de rayon rouge sur le t-shirt à rayures que portait Chris Byers. Donc l'accusation montrera le peignoir de bain rouge récupéré chez Jason, et en examinant ce peignoir au microscope, Sakevicius révélera que les fibres sont similaires à celles retrouvées sur la scène de crime, mais cela n'est pas aussi formel qu'une empreinte digitale ou une trace ADN. Sakevicius parlera ensuite de ce que l'on appelle le transfert secondaire. Elle ne dira pas que le peignoir rouge se trouvait sur la scène de crime, mais que quelqu'un au domicile de Baldwin avait pu transporter cette fibre sur lui et la déposer d'une manière ou d'une autre sur la scène de crime, ce qui donnera l'impression au jury qu'il existait des preuves matérielles indiquant que les adolescents se trouvaient bien à Robin Hood Hills au moment des meurtres. Ensuite, ce sera au tour de Damien Echols d'être interrogé par son avocat Val Price. Echols s'est coupé les cheveux et porte une chemise blanche, afin de montrer au jury que c'est un ado normal qui cherche sa place, naturellement. À la barre, Damien expliquera ses centres d'intérêt, notamment celle de la Wiccan, et expliquera les fondements de cette religion en disant, je cite, « La Wicca reconnaît une déesse plutôt qu'un dieu. On dit toujours que nous sommes les enfants de Dieu, mais un homme ne peut pas enfanter. Les Wiccans sont surtout proches de la nature. » Et ces propos auront du mal à passer pour la plupart des gens qui croient en un seul Dieu, et non en une déesse. En répondant à son avocat, l'adolescent confiera s'être procuré le livre « Never on a Broomstick » sur un présentoir à la bibliothèque du comté de Crittenden, et que les passages avaient déjà été soulignés, qu'il s'agissait certainement d'une personne qui avait dû faire un exposé et annoter les passages sur le XVIe siècle. Et en répondant aux questions fatidiques, Damien Echols affirmera ne pas avoir tué les 3 enfants. Puis ce sera au tour de l'accusation de l'interroger, qui comptera le présenter comme le meneur, le seul principal responsable de ces meurtres rituels. Brian Davis l'interrogera sur un certain Aleister Crowley. Ce personnage était un écrivain anglais, une sorte de gourou du début du XXe siècle, était bisexuel, s'adonnait aux drogues expérimentales, et l'homme était connu pour être un adorateur de Satan. Dans certains de ses ouvrages, l'écrivain prônait les sacrifices humains, mais surtout, pour lui, les enfants
faisait les meilleurs sacrifices. Et lorsque Brain Davis demandera à Damien s'il le connaissait, Eccles affirmera savoir qui il est, mais qu'il n'avait rien lu de lui. C'est alors que Davis lui présentera une copie de ces textes codés qu'il avait créés. Damien justifiera avoir lu quelque chose sur les codes secrets indéchiffrables par les autres, et qu'il avait essayé d'en créer un. Et parmi les noms qui y figuraient, celui de Aleister Crowley. Damien affirmera, encore une fois, qu'il avait déjà entendu parler de lui, mais qu'il ne signifiait rien pour lui. Mais le problème, c'est que Eccles avait écrit le nom de cet homme en code, et pour Davis, Damien dissimulait la vérité. Le lendemain, Eccles sera de nouveau appelé par l'accusation qui le reprendra sur ses déclarations lors de son premier interrogatoire avec les enquêteurs. Sur la question, je cite, « Selon vous, comment ont-ils été tués ?» Damien avait répondu « mutilés à l'arme blanche ». Noyés tous les trois, l'un plus mutilé que les autres, et Damien expliquera d'une manière simple que ce qu'il avait dit aux enquêteurs était soit déjà connu, soit des informations que les policiers lui avaient données et qu'il les avait reformulées telles quelles. Mais en se montrant tel qu'il était, c'est-à-dire froid dans ses propos, alors qu'il parlait tout de même des meurtres de ses 3 enfants, Damien se tirait littéralement une balle dans le pied, car c'est exactement cela que les jurés retiendront. Ça, plus les autres éléments à sa charge. D'autres témoins seront appelés à la barre comme Chase Lynch, un expert en cheveux et en fibres, originaire du Texas. Celui-ci comparera une fibre provenant du peignoir rouge de Jason avec celle retrouvée sur le lieu du crime et affirmera qu'il n'y avait aucune similitude entre les fibres, qu'elles ont une forme et une taille complètement différentes, et puisque le couteau à dents de scie avait été retrouvé derrière chez Jason et non sur le lieu du crime, il n'y aura donc aucun élément matériel à sa charge qui le situait à Robin Hood Hills ce jour-là. Et Chase Lynch sera le seul témoin que Paul Ford interrogera, laissant la défense de Damien Eccles faire tout le boulot sans en parler à son client. Alors que Jason, lui, voulait témoigner, mais Paul Ford ne voulait prendre aucun risque. Le 17 mars 1994, le réquisitoire et les plaidoiries commenceront. Lors de son discours face au jury, Fogelman prétendra que Eccles n'avait pas d'âme et qu'il avait tué ses 3 enfants au cours d'un rituel satanique. Val Price essaiera coûte que coûte de disculper son client. Paul Ford en fera tout autant. La famille des 2 adolescents, eux, auront la quasi-certitude que Damien et Jason rentreraient tous deux à leur domicile, car nulle personne ne pouvait les condamner pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Mais la sentence des jurés sera irrévocable. Le 18 mars 1994, après seulement une journée de délibération, Damien Eccles et Jason Baldwin seront reconnus coupables du meurtre de Stevie Branch, Chris Byers et de Michael Moore. Lors de l'énonciation du jury, les parents de Damien et de Jason seront anéantis. En colère, Pamela Metcalf dira même qu'elle avait l'impression que son cœur allait se décrocher de sa poitrine. Les familles des victimes, elles, estimeront que justice a été faite. Le lendemain, Eccles et Baldwin seront de retour au tribunal pour la lecture de la condamnation. Baldwin sera condamné à la perpétuité incompressible. En ce qui concerne Eccles, le juge lui proclamera, je cite, « Monsieur Eccles, vous êtes condamné à la peine capitale. » Le directeur de l'administration pénitentiaire de l'Arkansas sera chargé de faire procéder à l'injection en intraveineuse d'une quantité létale d'un barbiturique à action ultra rapide combiné à un agent chimique paralysant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Jugé séparément, Jesse Misskelley est lui aussi reconnu coupable des 3 chefs d'accusation et condamné à la prison à vie.
Immédiatement après l'énoncé de la sanction, Eccles, Baldwin et Miss Cayley feront appel du jugement. Tandis que la procédure suivait son cours, les 3 adolescents désormais derrière les barreaux prendront très cher car ils seront considérés comme des tueurs d'enfants satanistes. Jason déclare aujourd'hui avoir eu le nez, les dents cassées à maintes reprises, qui n'a pas compté le nombre de fois où il a été passé à tabac. La mère de Damien sera complètement dévastée de savoir son enfant en prison, elle qui se devait le protéger. Les mois passeront et 2 ans plus tard, soit en 96, la Cour suprême de l'Arkansas confirmera à l'unanimité maintenir la condamnation des 3 accusés. L'entourage proche ainsi que les avocats seront anéantis par cette décision. Mais Dan Stidham, qui n'aime pas l'injustice, confiera à Miss Cayley qui ne les abandonnera jamais. À la suite de l'appel rejeté par la Cour suprême de l'Arkansas, la condamnation des 3 adolescents commencera à susciter des réactions au sein de l'opinion publique. En 1996, la chaîne HBO diffusera un documentaire intitulé Paradise Lost, qui retracera l'affaire et leur procès, ce qui déclenchera une énorme vague de soutien pour les 3 condamnés. Casey Bacon, bouleversé par cette affaire après avoir regardé le documentaire, décidera de confonder une association afin de les défendre, avec ses 2 amis Burke Soles et Groove. Ceux-ci enverront leur soutien en leur écrivant des lettres, lesquelles seront répondues très vite et gentiment par Damian, Jason et Jesse, qui leur écriront être toujours au même stade, ignorant ce qu'il se passait pour eux. Dès lors, Casey, Burke Soles et Groove se rendront dans l'Arkansas afin de les rencontrer en personne. Une fois sur place, se rendront dans les bureaux de Stidham afin de connaître l'avancée de l'affaire, et Dan Stidham leur répondra clairement que si les gens dans cette pièce ne font rien pour eux, rien ne bougera. Très vite, Casey, Burke et Groove créeront un site web afin de présenter les informations qu'ils avaient recueillies et retraceront l'évolution de leur situation en prison au fil des années et auront grand espoir de les faire sortir de là. Et la démarche deviendra virale. Les gens parleront de plus en plus de l'affaire et du site web. Toutefois, cela ne plaira pas aux parents des enfants qui continueront de proclamer qu'ils sont bien coupables. Mais cela n'empêchera pas une bonne partie de la population de croire en l'innocence de ceux qu'ils baptiseront désormais les 3 de West Memphis et à demander que justice soit faite. Parmi eux, de nombreuses personnalités du spectacle, comme Winona Ryder, Johnny Depp, Eddie Vedder, Natalie Mann également, Metallica et tant d'autres, ce qui les aidera à garder espoir et à ne pas perdre courage. Et en 2001, une loi sera votée en Arkansas, disant que si un détenu pense que la recherche de traces ADN sur des indices recueillis pendant l'enquête pourrait permettre de le disculper, il pourra en faire la demande, mais à une seule condition, le détenu devra accepter que le résultat peut se retourner contre lui. Ni une ni deux, Stidham adressera donc une pétition dans ce sens au juge David Burnett. 2 ans plus tard, la pétition sera approuvée. Plus de 80 éléments seront envoyés dans un laboratoire indépendant afin de les examiner et les analyses révéleront qu'il n'y avait aucune trace ADN des 3 de West Memphis, que ce soit sur le lieu du crime ou sur les vêtements examinés. En revanche, les techniciens feront une découverte sur un des indices et en les analysant, les techniciens trouveront un cheveu dans le nœud d'un lacet de Michael Moore et l'ADN ne correspond à aucun des accusés, ce qui prouve encore une fois qu'il y avait probablement quelqu'un d'autre à Robin Hood Hills au moment des crimes. Mais ce ne sera pas le seul élément en faveur des accusés, et l'élément s'appelle Vicky Hutcheson, celle qui avait affirmé, rappelez-vous, avoir accompagné Damien et Jason à un esbat.
Eh bien, 10 ans viennent de s'écouler et celle-ci fera une nouvelle déclaration au journal l'Arkansas Times et affirmera qu'elle a menti sur toute la ligne. Et lors d'une interview, celle-ci se justifiera en dévoilant qu'à l'époque les enquêteurs lui avaient mis la pression, qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que d'aller dans leur sens, car ces derniers l'avaient menacée qu'elle perdrait la garde de son fils Aaron. Bon, on peut se poser quelques questions, à savoir si elle dit vrai ou pas. Mais quand on sait que Miss Caylee avait subi d'énormes pressions lors de ses interrogatoires, ainsi que par le proc Fogelman, cela ne fait plus de doute sur la question. Et lorsque cette nouvelle verra le jour, le réalisateur de la saga Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, affichera son soutien auprès des trois de West Memphis et décidera d'engager un ancien profiler du FBI très connu aux États-Unis, John Douglas. Et après avoir étudié les indices, photos et rapports d'autopsie, Douglas en déduira que les meurtres n'étaient pas d'origine satanique et que le tueur avait agi seul et qu'il ferait même partie des membres de ses familles. Et afin d'étudier cette théorie, un détective privé, Ron Lax, sera embauché et reprendra tout depuis le début et s'intéressera à Terry Hobbs, le beau-père de Stevie Branch, qui n'avait jamais été officiellement interrogé par la police chargée de l'enquête. Et en épluchant sa version des faits le soir du 5 mai 93, celui-ci avait déclaré avoir conduit sa femme Pam au travail vers 17h, puis qu'il avait participé aux recherches dans le bois vers 18h. Mais ces déclarations ne concordent pas avec les faits, car la disparition n'avait été déclarée qu'aux alentours de 21h. Donc, Ron Lax se rendra au domicile de Terry Hobbs afin de l'interroger. Au petit matin, Hobbs racontera le déroulement du soir du 5 mai 93, mais à un moment, celui-ci arrêtera la conversation et sortira de la pièce. Profitant de cette occasion, Ron Lax ramassera le mégot du beau-père se trouvant dans le cendrier afin de l'analyser. Et l'analyse confirmera que son ADN correspond à celui du cheveu découvert dans le lacet avec lequel Michael Moore avait été attaché, ce qui prouve que Terry Hobbs se trouvait là où les garçons avaient été massacrés. Et ça me fait tellement froid dans le dos de vous dire ça, car bien souvent, l'auteur est bien plus proche que ce que l'on croit. La police de West Memphis sera informée du résultat de l'analyse qui décidera de convoquer Terry Hobbs afin de l'interroger. Mais celui-ci niera toute implication dans les meurtres, ce qui n'est pas étonnant. Mais ce qui est hallucinant, c'est que ce dernier sera relâché pour manque de preuves. Et pourquoi ? Car son cheveu aurait pu être un transfert secondaire, car Michael Moore se rendait très souvent chez les Hobbs. Et pour les enquêteurs, ce n'était pas une preuve irréfutable. Eh bien, dites-moi, c'est une belle justice que nous avons là. Pam, la mère de Stevie, désormais divorcée de Terry Hobbs, déclarera publiquement croire en l'innocence des trois de Memphis. Du côté de l'affaire, les trois avocats déposeront un recours qui remontera à la Cour suprême de l'Arkansas et le 30 septembre 2010, les magistrats entendront les nouveaux arguments de la défense, dont le nouvel avocat de Damien Echols, maître Denis Riordan, qui déclarera qu'en plus du nouveau témoignage de Vicky Hutcheson, que l'enquête du groupe d'experts avait révélé qu'il n'y avait aucune preuve permettant de relier Echols, Baldwin et Miss Kelly au meurtre des trois petits garçons. Et durant 3 jours, des experts légistes déclareront que les blessures trouvées sur les 3 enfants étaient des marques de morsures d'animaux, probablement des tortues, écrevisses ou opossums, que les blessures ressemblant à des coups de couteau au-dessus du sourcil droit de Michael, les écorchures sur la joue gauche de Stevie et l'ablation des organes génitaux et coups de couteau de Chris, toutes avaient été causées par des animaux. Lorsqu'on leur posera la question, à savoir si les morsures d'animaux sur le corps des 3 petits auraient pu masquer des blessures antérieures causées par des couteaux, des poings
ou d'autres armes, les légistes répondront que aucun blessé n'avait été causé par des outils, que la plupart des blessures avaient été provoquées après qu'il soit mort, soit à cause d'animaux, soit en se frottant contre le fond rugueux du fossé. Pauvre petit! Et les experts proclameront qu'il s'agit d'une supercherie absolue à propos de l'affirmation des enquêteurs selon laquelle un couteau avait été utilisé pour infliger des blessures et affirmera qu'aucune des blessures n'est comparable à celle d'un couteau. Les avocats de la défense affirmeront que les médecins légistes de l'époque n'avaient pas correctement interprété les résultats d'autopsie. À la suite de l'audience à la Cour suprême, le juge David Burnett, élu au Sénat de l'Arkansas, sera dessaisi de l'affaire. Steedham dira que c'est la meilleure des choses qui soit arrivée aux 3 de West Memphis, car certaines de ses décisions avaient causé d'énormes difficultés. L'affaire sera donc réexaminée par le nouveau juge David Laser, et en août 2011, avant l'audience d'examen des preuves, le juge Laser recevra un appel d'un des procureurs, lui demandant si un accord Alford serait envisageable. C'est un principe selon lequel une réduction de peine peut être demandée par un procureur en échange d'un aveu de culpabilité de la part de l'accusé. Et après mûre réflexion de la part de Jason Baldwin, qui trouvait cela injuste de plaider coupable pour un crime qu'il n'avait pas commis, mais sachant que son ami Damien était dans le couloir de la mort, au bout de 18 ans et 78 jours de prison, le 19 août 2011, Damien Echols, Jason Baldwin et Jesse Miskelly seront présentés devant le juge Laser et seront libérés sur le champ. Au cours de cette audience, Jason s'exprimera ému en disant, je cite, « Je ne voulais pas de cet accord. Toutefois, ils veulent tuer Damien. » Damien Echols s'exprimera en disant, je cite, « Je tiens à remercier Jason publiquement parce que je sais pertinemment qu'il a accepté presque uniquement pour moi. » Jason déclare aujourd'hui que l'État ne devrait pas mettre des innocents dans une telle situation. Concernant Terry Hobbs, ce dernier avait eu plusieurs démêlés avec la justice et son père, Jodin, avant de travailler en tant que boucher, était militaire. Et si je fais ce rapprochement, c'est que, rappelez-vous, les enquêteurs de l'époque avaient supposé que l'auteur des crimes était militaire, car les enfants avaient été ligotés comme des prisonniers de guerre, ce qui est selon moi un fait qui est loin d'être anodin. De plus, un an après les meurtres, soit en novembre 1994, Hobbs, après une altercation avec Pam, l'avait frappé et tiré sur son beau-frère, Jackie Jr. Pour ces faits, Hobbs avait été condamné à 6 mois de prison pour voie de faits graves. Jackie Jr. avait survécu au coup de fusil, mais quelques années plus tard est mort suite à de graves complications liées à ses blessures. En 2003, Hobbs avait été arrêté pour possession de marijuana et reconnu coupable. Dans une interview, John Mark Byers a reconnu pour la première fois que les 3 de West Memphis n'étaient pas impliqués dans les meurtres de son beau-fils et de Michael et Stevie, et a déclaré savoir avec certitude qu'aujourd'hui il savait qui avait tué son fils, mais qu'il ne voulait pas le voir. Byers avait lui-même été soupçonné par certaines personnes de West Memphis d'être impliqué dans les meurtres de ses 3 enfants, et également dans la mort suspecte de sa femme Melissa. Byers et Pam se sont rapprochés auprès des 3 de West Memphis. En s'adressant à Damien, Byers lui avait dit, je cite, « Je t'ai détesté pendant des années. Je croyais de tout cœur que tu avais tué mon fils. Et j'en suis désolé. » En ce qui concerne l'affaire, aucune arrestation n'a été effectuée suite au meurtre de Stevie Branch, Michael Moore et Chris Byers depuis la libération de Echols, Baldwin et Miskelly. Lorsque Damien Echols était en prison, le 6 juin 2009, avait demandé l'autorisation de se marier avec Lori Davis, qui le soutient énormément. Depuis sa libération, Echols a sorti 3 livres, dont un intitulé
la vie après la mort. Baldwin est lui aussi marié à une certaine Holly, vit à Austin, au Texas, où il a fondé en 2017 le groupe à but non lucratif Proclaim Justice, qui défend les victimes de condamnations injustifiées. Depuis sa libération, Miss Kelly est retournée vivre à West Memphis. Voilà, cette histoire est terminée. Merci infiniment de l'avoir écoutée. Je pense que certains d'entre vous la connaissaient déjà, mais c'était important pour moi de vous la partager. Je ne supporte pas les injustices, et pour moi, il y a 2 injustices dans cette affaire. L'une pour ces 3 enfants, dont l'auteur n'est toujours pas derrière les barreaux. L'autre, c'est concernant ces adolescents qui ont pris cher à cause de leur penchant pour le heavy metal et pour leur tenue vestimentaire. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos avis sur cette affaire. Et petite question du jour, pensez-vous que nous sommes en voie d'amélioration concernant les préjugés, les injustices, ou pensez-vous comme moi que c'est même devenu pire? Merci, à très bientôt et prenez bien soin de vous.